L'or a touché 5 500 $ en janvier. Puis, lors de la plus grande perturbation de l'approvisionnement mondial en pétrole de l'histoire du marché, une guerre, un détroit fermé, le pétrole grimpant au-dessus de 100 $ le baril, l'or a fait la seule chose que presque personne n'attendait. Il a chuté, d'environ 20%, alors que le monde était en feu. La plupart des gens ont regardé cela et en ont tiré exactement la mauvaise conclusion. La hausse était une bulle. Le refuge de sécurité était terminé. L'or avait échoué au seul test qu'il était censé réussir. Cette conclusion n'est pas seulement fausse, elle est l'exact opposé de ce qui s'est réellement passé. Parce que voici ce que personne ne vous dit. La première fois que l'or atteint un niveau, et la deuxième fois qu'il atteint ce même niveau, ne sont pas le même événement. Ils sont régis par des forces différentes. Ils produisent des conséquences différentes. Et dès que l'or franchit les 5 000 $ une seconde fois, par le bas, il cesse d'être un simple chiffre sur un graphique. Il devient un élément autour duquel l'ensemble du système monétaire est contraint de s'aligner. Dans les 25 prochaines minutes, je vais vous montrer pourquoi l'or a chuté alors que tout indiquait qu'il devait s'envoler, ce que cette baisse a réellement révélé, et pourquoi le second franchissement change tout d'une manière que les personnes obsédées par le graphique quotidien continueront de manquer. Restez avec moi. Parce que le chiffre n'est pas le sujet. Ce que ce chiffre oblige les autres acteurs à faire, c'est cela le sujet. Avant de pouvoir comprendre pourquoi la baisse était en réalité une preuve de notre thèse, vous devez comprendre ce qui a poussé l'or à 5 000 $ en premier lieu. Parce que l'explication populaire est fausse à la racine, et chaque erreur en aval de celle-ci conduit les gens à prendre la mauvaise décision. Ce mouvement ne s'est pas construit sur la spéculation des particuliers. Ce n'étaient pas des gens qui couraient après une tendance sur leur téléphone. Le moteur sous-jacent, c'était les banques centrales, les institutions qui gèrent et émettent les monnaies de nations entières, acheter de l'or physique à un rythme jamais vu dans l'histoire moderne, environ 1000 tonnes par an, soit près du double de la moyenne historique, et cela dure maintenant depuis 3 années consécutives. Rien qu'au premier trimestre de cette année, la demande totale d'or a atteint un record de 1231 tonnes, d'une valeur record de 193 milliards de $. Ce n'est pas une foule de spéculateurs, c'est le capital le plus informé de la planète. Il sort calmement et délibérément des réserves de papier pour se diriger vers le métal. Et la raison remonte à un événement unique qui a transformé la vision que chaque banquier central de la planète a de la sécurité. Un événement que la plupart des gens ont déjà oublié, mais que personne ayant compris ne pourra jamais oublier. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, les États-Unis et leurs alliés ont gelé environ 300 milliards de dollars de réserves de change russes, du jour au lendemain. Des dollars et des euros appartenant à une nation souveraine, rendus inutilisables. Mettez de côté ce que vous pensez de cette décision sur le plan politique. Pensez uniquement à ce que toutes les autres banques centrales du monde en ont appris. Les dollars qu'elles détiennent peuvent être gelés. Les euros qu'elles détiennent peuvent être gelés. Les réserves libellées dans la monnaie de quelqu'un d'autre ne sont fiables qu'à la mesure de la permission de ce quelqu'un d'autre de les utiliser. Mais l'or stocké dans votre propre coffre, sur votre propre sol, ne peut pas être gelé, ne peut pas être sanctionné, ne peut être désactivé par personne. En un instant, les banques centrales du monde ont découvert que les actifs qu'elles considéraient comme la définition même de la sécurité comportaient une vulnérabilité cachée. Et l'or, la réserve la plus ancienne et la plus primitive de toutes, est soudainement devenu le seul actif sans contrepartie et sans interrupteur d'arrêt. Cette prise de conscience est le moteur. Et voici le point critique que la plupart des commentaires oublient. Cette prise de conscience ne s'inverse pas lorsque le prix de l'or se replie, parce que la vulnérabilité à laquelle elle répond n'a pas disparu. Le gel des réserves n'est pas annulé. La leçon est permanente, ce qui signifie que les achats sont structurels, pas émotionnels. Retenez bien cela, parce que c'est exactement là que la baisse de 20% prend tout son sens, et montre pourquoi elle est une preuve en faveur de la thèse, et non contre elle. Deux forces ont frappé l'or exactement au même moment, toutes deux temporaires, toutes deux brutales, et toutes deux totalement indépendantes du fait que l'or doive ou non être détenu.
Une perturbation de l'approvisionnement en pétrole fait grimper les attentes d'inflation, parce que le pétrole est intégré dans le coût de presque tout. Des attentes d'inflation plus élevées obligent la Banque centrale à maintenir les taux d'intérêt plus élevés plus longtemps. Des taux plus élevés plus longtemps poussent les rendements obligataires à la hausse. Et lorsqu'une obligation d'État vous rapporte de manière fiable 4 ou 5%, l'or, qui ne vous rapporte rien, devient relativement moins attractif à la marge. Au même moment, les capitaux fuyant le chaos se ruent vers le dollar comme un refuge réflexe. Et un dollar plus fort pousse mécaniquement à la baisse le prix de l'or libellé en dollars pour chaque acheteur sur Terre. L'or n'a donc pas chuté parce qu'il a cessé d'être de la monnaie. Il a chuté parce que la phase aiguë d'un choc pétrolier a accumulé deux forces temporaires sur lui à la fois: la hausse des rendements réels et la flambée du dollar. Ces forces sont passagères. Elles s'estompent à mesure que le choc est absorbé. L'accumulation des banques centrales en dessous, elle, ne s'estompe pas. Et c'est là toute la clé. Ce qui a poussé l'or vers le bas était temporaire. Ce qui le pousse vers le haut est structurel. Lorsque la force temporaire s'épuise, seule la force structurelle demeure. C'est pourquoi le second franchissement des 5 000 $ est un événement complètement différent du premier, et pourquoi tout change encore plus une fois que cela se produit. Ce que je m'apprête à vous montrer est le mécanisme que personne ne surveille, et c'est celui qui décide réellement de ce qui arrive à vos économies. Arrêtez-vous une seconde. Nous avons vu le moteur, les banques centrales qui achètent à un rythme record. Nous avons vu l'événement qui a transformé leur vision, le gel des réserves. Et nous avons vu pourquoi la chute de 20% relevait d'une mécanique temporaire et non d'une thèse brisée. Ce qui vient ensuite est la partie que la plupart des analyses manquent complètement, parce qu'il ne s'agit pas du prix de l'or. Il s'agit de ce qu'un prix de l'or solide oblige chaque autre acteur du système à faire. Et ces réponses forcées sont ce qui détermine réellement où finissent vos économies. Si vous êtes resté jusqu'ici, cette section est votre récompense. Pensez attentivement à la mécanique d'un niveau de prix. Lorsqu'un prix est découvert à la hausse pour la première fois, il est fragile. Il dépend d'un enthousiasme continu, d'un momentum, du fait que l'acheteur à la marge reste excité. C'est pourquoi une correction de 20% peut le faire chuter si rapidement. Les mains faibles sont éliminées, les chasseurs de momentum liquides, les spéculateurs à effet de levier reçoivent leurs appels de marge, tout en même temps. Mais lorsqu'un prix est reconquis par le bas, après une purge violente, avec les excès spéculatifs déjà éliminés et les acheteurs structurels qui ont continué à accumuler pendant toute la baisse, quelque chose de fondamentalement différent se produit. Ce niveau cesse d'être une destination fragile. Il devient un plancher solide. Et un plancher solide n'est pas seulement un prix plus élevé. C'est un point de référence que chaque autre acteur du système est désormais contraint de prendre en compte. Une banque centrale qui hésitait voit maintenant ses pairs accumuler et ses propres réserves de papier se déprécier, et elle accélère ses propres achats plutôt que de rester à la traîne avec du papier qui perd de sa valeur. Un gestionnaire institutionnel qui rejetait l'or comme une relique barbare fait maintenant face à un plancher solide qui a transformé tout le profil de risque de l'or de spéculatif à structurel et se voit contraint d'y ajouter une exposition. Chacune de ces réponses ajoute une demande réelle. Cette demande renforce le plancher. Le plancher plus solide envoie un signal plus fort. Le signal plus fort force plus de réponses. C'est un cycle auto-renforcé. Non pas à cause du chiffre lui-même, mais parce qu'un plancher solide convertit l'or d'un simple pari pour les gens en un élément avec lequel le système est structurellement obligé de composer. Laissez-moi maintenant relier cela à la force qui garantit que la pression continue, parce que c'est là que le système monétaire et le système budgétaire se percutent, et là où les mathématiques deviennent impossibles à éviter. Les États-Unis portent une dette nationale qui approche les 40 billions de dollars. Les intérêts annuels de cette dette ont dépassé 1 billion de dollars, plus que la totalité du budget de la défense. Cela consomme environ 19 cents de chaque dollar que le gouvernement fédéral perçoit en revenus. Et aucun talent ni aucune crédibilité ne peuvent faire fonctionner ces chiffres avec des taux d'intérêt élevés et durables. Voici le piège exposé clairement. Avec de tels niveaux de dette,
Le gouvernement ne peut tout simplement pas se permettre de maintenir des taux d'intérêt élevés indéfiniment. Parce que chaque mois supplémentaire de taux élevés ajoute des dizaines de milliards de dollars à la charge d'intérêt, ce qui creuse le déficit, ce qui impose d'emprunter plus, ce qui exige soit des taux plus élevés, soit la création de monnaie. Il n'y a pas de sortie propre. Et la résolution historiquement constante d'une charge de dette de cette ampleur n'est pas le remboursement. C'est la répression financière. Maintenir délibérément les taux d'intérêt en dessous du taux d'inflation, pour que la valeur réelle de la dette s'érode tranquillement année après année, tandis que la croissance nominale réduit le poids de la dette par rapport à l'économie. C'est précisément de cette manière que les États-Unis ont résorbé leur énorme dette de la Seconde Guerre mondiale. C'est un mécanisme éprouvé, et il fait une victime. La victime de la répression financière est l'épargnant qui a tout fait correctement. Lorsque les taux d'intérêt sont délibérément maintenus sous l'inflation, le retraité qui détient des liquidités et des obligations voit le pouvoir d'achat de ses avoirs diminuer chaque année, même si le solde nominal sur le relevé de compte semble parfaitement stable. Il n'y a pas de krach, pas de gros titres, pas de moment de panique. Juste un transfert lent et implacable de richesse, loin de quiconque détient de la monnaie de papier, et vers quiconque détient des actifs dont l'offre ne peut être augmentée par une décision politique. Et c'est exactement pourquoi un prix de l'or solide au-dessus de 5 000 $ importe à une personne ordinaire qui ne possède pas d'or du tout. Parce que ce prix est l'alarme de ce processus silencieux. Lorsque les institutions les plus informées au monde déplacent leurs réserves vers un actif qui ne peut pas être imprimé, elles vous disent avec du capital réel, et non des opinions, ce qu'elles prévoient pour la valeur de l'argent que vous détenez. Un prix de l'or solide au-dessus de 5 000 $ n'est pas un chiffre à célébrer. C'est le marché qui rend visible ce que l'érosion de la monnaie de papier fait sous la surface. À chaque dollar de chaque compte d'épargne. Laissez-moi maintenant replacer cela dans son contexte historique, parce que le schéma n'est pas nouveau, et le précédent est instructif. À travers le long marché haussier de l'or des années 2000, l'or a franchi un niveau psychologique après l'autre. 300 $, 500 $, 1000 $. Chacun de ces niveaux, une fois reconquis après une correction sévère, est devenu la base à partir de laquelle la hausse suivante s'est élancée. Les corrections en cours de route ont été brutales. Des baisses de 20%, voire 30% étaient courantes. Et chacune d'elles a convaincu une nouvelle vague de détenteurs que le mouvement était terminé. Mais le moteur structurel de cette époque, une érosion constante de la confiance dans la gestion des monnaies de papier, ne s'est jamais inversé. Et ainsi, chaque niveau reconquis a tenu. Et le métal a grimpé pendant une décennie. La différence aujourd'hui est que chacun de ces moteurs structurels est présent sous une forme bien plus extrême qu'alors. Dans les années 2000, la dette nationale était une fraction de ce qu'elle est aujourd'hui. Les banques centrales étaient des vendeurs nets d'or et non des acheteurs records. Les réserves n'avaient jamais été utilisées comme une arme à l'échelle de ce que le monde vient de voir. Chaque condition qui a alimenté la réévaluation précédente existe aujourd'hui. Amplifié. Le prix quotidien vous dit ce que les traders ont fait hier. Le plancher vous dit ce que les institutions les plus informées de la Terre préparent pour la prochaine décennie. Voici la seule chose qui vaut la peine d'être surveillée. Pas un prix spécifique à célébrer, un seul comportement. Si l'or, après avoir reconquis les 5 000 $, se comporte comme une base plutôt que comme un plafond, parce que ce comportement, plus que n'importe quel chiffre, c'est le système qui vous dit quelle confiance il reste dans la monnaie de papier qui désigne vos économies, vos salaires et votre retraite. Voici ce que je veux savoir de vous. Surveillez-vous le prix quotidien ou surveillez-vous le plancher?